bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter. Effectivement, on va avoir une jolie table ronde sur comment l'intelligence artificielle va permettre de pouvoir faciliter ou améliorer l'expérience client tout en assurant sa conformité et tout ça en espérant gagner évidemment des gains de productivité. Je sais que lors de notre préparation, le terme gain de productivité n'avait pas forcément fait écho auprès de mon panel, donc on reviendra dessus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose à chacun, c'est éventuellement de vous présenter un petit peu, de nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, chez qui vous le faites. Christelle, si tu veux commencer, puis on continuera comme ça les uns après les autres. Alors, bonjour à tous, je suis donc Christelle Biganzoli, CEO et fondatrice de l'application Ritchie, qui est une plateforme de conseil patrimonial dédiée aux Français de tout pays, c'est-à-dire résidents fiscaux français et expatriés. Bonjour, Siama Roussi, je suis directrice de la prospective et de la culture et innovation au sein de Malakoff Humanis, donc qui est un groupe de protection sociale. Bonjour, moi je suis Ralph Remy, je suis CEO et cofondateur de Achille, qui est une compagnie d'assurance 100% digitale. Bonjour à toutes et à tous, Julien Tari-Durazin, je suis DGA en charge du développement et de l'expérience client chez BPCE Assurance, donc la compagnie d'assurance des banques populaires et des caisses d'épargne. Laïla Bendiab, directrice produits et services chez Vialink. Moi, la première question que j'avais envie de vous poser au vu du panel qu'on a aujourd'hui, c'est un peu cette différence de modèle entre, on va dire, institutions traditionnelles qui peuvent être représentées par Malakoff et par BPCE, et le modèle plus néo-digital ou digital native, donc plutôt représenté par Ritchie et Achille. Est-ce que sur cette première question, et quand on parle évidemment d'expérience client et d'onboarding, est-ce qu'on peut commencer par éventuellement Christelle, suivi de Ralph, et on passera ensuite plutôt côté Siam et Julien? En fait, Thomas, nous, chez Ritchie, effectivement, on est parti d'une feuille blanche avec la difficulté particulière qui était celle de conseiller en gestion de patrimoine établi depuis plus de 15 ans. C'était le cas des fondateurs de Ritchie, en essayant de changer le paradigme du conseil auprès d'une clientèle digitalisée et en améliorant le workflow au maximum de ce que l'on pouvait, tout en préservant une expérience utilisateur assez intéressante et surtout très fluide. Ce qui, avec la réglementation, ne paraît pas un exercice relativement aisé. On va y venir, oui. Et pour autant, oui, on va, je pense, en parler. Pour autant, c'était effectivement notre façon de voir les choses et de se dire que tout ce qu'on pouvait faire en natif, qui était notre métier, nous allions le réaliser de bout en bout. En revanche, si des acteurs étaient plus performants que nous, comme Vialink, par exemple, on était capable de le onboarder en API pour nous permettre d'avoir une expérience utilisateur et surtout, ce qu'a très bien expliqué Laïla tout à l'heure, c'est d'avoir des rapports réglementaires précis et sûrs à présenter en cas de problème à des autorités réglementaires. Moi, je viens du monde de l'assurance, ça fait 25 ans que je fais de l'assurance. Je fais partie des vieux de ce monde-là et on avait envie de faire en sorte que si c'était pour faire la même chose, je ne l'aurais pas refaite. Donc on a décidé de partir d'une feuille blanche, de reprendre tout à zéro et de ne pas se dire je faisais comme ça avant, c'est comme ça qu'on va faire, de se dire plutôt je vais essayer de faire les choses comme je le pense et de façon nouvelle. Et tout ce qui est expérience utilisateur, il y a juste un chiffre qui veut tout dire. Quand on a créé Achille, on avait 6 collaborateurs, les 6 premiers collaborateurs, 50% des collaborateurs, c'était de l'UX design. Donc en fait, avant de commencer quoi que ce soit, on avait fait les parcours, l'onboarding, toutes ces choses-là, tout a été fait par l'UX et c'était la priorité numéro 1 d'une société comme Achille. Siam, si tu veux prendre la suite pour le côté... Ouais, volontiers. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Si, je pense que c'est bon. Alors, moi, la différence que je vois au fait entre le modèle néo-assureur et assureur traditionnel, c'est effectivement ce que vient d'expliquer Ralph, c'est que les néo-assureurs, ils ont embarqué le digital dès le départ, au fait, et notamment avec une approche UX
qui part sans legacy, on va dire, par rapport à des acteurs traditionnels, alors que de l'autre côté, on a des acteurs qui étaient déjà établis. Et non seulement il y a cette partie legacy qui peut être lourde, bien sûr, à gérer, et en même temps très riche, mais en même temps contraignante. Il y a également aussi le côté omnicanalité, parce qu'un acteur traditionnel, il y a un réseau d'agences, il y a des plateformes, des contacts téléphoniques, enfin des plateformes téléphoniques, et puis il y a le digital qui vient se rajouter, donc il y a peut-être un peu plus de challenge, ou peut-être beaucoup plus de challenge aussi pour les acteurs traditionnels en termes de parcours client. On a beau intégrer l'UX, etc., on n'est pas uniquement sur le canal digital. Donc ça, d'où la complexité et le challenge qui est encore plus fort pour les acteurs traditionnels. Après, les deux ont quand même un point commun, c'est que là, les 2 dernières années qu'on a pu vivre, je pense qu'on est tous les deux, les 2 familles d'acteurs, on est confrontés au même challenge de revoir au fait et rechallenger ce parcours digital, hein, même si c'est un peu natif pour les néo-assureurs. Aujourd'hui, il y a quand même un challenge de changement et d'évolution, d'accélération dans les attentes des assurés, enfin des clients en termes de parcours. Et je pense que même les néo-assureurs aujourd'hui, ils ont des challenges autour de parcours et digitalisation de parcours qui est aussi challengeante, peut-être pas autant que les acteurs traditionnels, mais en tout cas qui est à revoir aussi parce que la donne a changé. Et si je peux répondre... C'est un débat. Voilà, c'est un débat. Donc, et nous, on est néo-assureur, on est une néo-assurance, un vrai néo-assureur, c'est-à-dire qu'on a un agrément. Donc toute la partie réglementaire, je peux vous garantir qu'on a dû la regarder avant de faire le moindre parcours. Et donc on a la chance qu'on avait, c'est que nos outils étaient tout vierges et on est parti de from scratch, donc on a pu les rentrer. Mais tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est workflow, tout ce qui est conformité, tout ça a été intégré avec notre partie du X. Et deuxième chose importante, on est aussi la seule néo-assurance à avoir plusieurs canaux de distribution. Donc on n'est pas que dans le digital. On travaille avec des courtiers grossistes, on travaille avec des courtiers de proximité. On a un plateau téléphonique qui rappelle les gens une fois qu'ils ont fait un dossier. Donc on a essayé justement d'allier tout ce qui est digital avec l'ensemble des points de traction ou des possibilités de discuter avec un client. Que ça soit en direct ou via des courtiers grossistes. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de courtiers grossistes veulent travailler avec nous de par notre... en fait, on a digitalisé la façon de travailler assurantielle, mais pas seulement pour le B2C, mais aussi pour le B2B. Et ça a été une force pour nous. C'était pas tout à fait prévu au départ, pour être tout à fait honnête. On était parti pour faire... beaucoup de B2C, et en fait énormément d'acteurs sont venus nous voir en disant on adore votre process, on adore vos outils, on adore vos produits, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et du coup on a pu les allier et on a pu les reformater pour travailler avec du B2C, avec du B2B Et dernière chose, nos formulaires, comme vous l'avez dit, c'est un challenge qui est permanent. Le formulaire animaux, on l'a changé 4 fois en 4 mois. Le formulaire habitation, il change presque toutes les 2 semaines et on est en permanence en train de tout changer. Et le nerf de la guerre était notre outil paramétrable, c'est-à-dire que si on n'avait pas un outil 100% paramétrable qui nous permet d'être agile et de changer les choses, on aurait des gros soucis aujourd'hui de faire bouger les lignes. Julien, oui, Oui, un mot. Déjà, je voulais remercier Leïla qui a bien posé le sujet avant qu'on prenne le micro, parce que ça permettrait d'introduire de manière très, très précise cet échange. Moi, si vous le voulez bien, je vais prendre l'angle banque-assureur. Alors, je suis assureur depuis un peu plus de 12 mois. Hein. J'ai une carrière que de banquier, mais maintenant, on parle beaucoup de banque-assurance. Donc, c'est intéressant pour moi d'avoir ce prisme de mes camarades aujourd'hui. Pendant plusieurs années, pour faire de la conquête, développer ses parts de marché, il fallait ouvrir des agences. C'est plus le cas maintenant. Alors certes, la proximité est importante, mais ce qui compte le plus désormais, c'est ce que vous avez cité, c'est-à-dire l'expérience client. Notre capacité à délivrer un outil simple, fiable, fluide, facile. Et on observe que nos clients sont désormais de plus en plus fidèles, de plus en plus accrochés à la marque, parce que utilisateurs du self-care et parce que utilisateurs de nos solutions digitales. Donc on y est très attaché, et ça corrobore ce qu'on vient de se dire. Moi, je crois que les 2 obligations... une bonne expérience client et puis un respect du réglementaire est essentiel. Alors c'est vrai dans notre domaine, c'est vrai dans plein de domaines. Hein. Je pense qu'on est duplicable à peu près partout. Mais là où je souhaite insister, c'est que la clé, selon nous, c'est véritablement de penser avec les clients. C'est-à-dire que lorsqu'on construit un parcours,
lorsqu'on construit une offre, lorsqu'on fait une mise en marché, en fait, le client est désormais systématiquement autour de table, le collaborateur, le conseiller. Donc en fait, on est sur une co-construction à 3 qui permet d'éviter la fausse route, qui permet d'éviter le coup de volant. Et pour avoir relooké un certain nombre de nos offres sur ces 2 dernières années, on peut s'apercevoir que ça correspond bien aux attentes de nos clients. Tout à l'heure, on nous a présenté quelques chiffres sur les assureurs. 78% des assureurs ont des attentes sur l'amélioration de l'UX. Bon, les clients aussi ont des attentes sur l'amélioration et la qualité servie par les banques assureurs en particulier. 50% de nos assurés aujourd'hui nous disent qu'ils souhaitent une meilleure connaissance de leurs habitudes pour qu'on soit encore plus pertinent dans l'approche client. 50%. Et dans ces 50%, les 3/4 nous disent on veut même aller plus loin dans les informations plus confidentielles pour avoir un service encore plus qualitatif. Donc c'est par ce biais-là qu'on arrivera de plus en plus à se démarquer, proposer le bon produit au bon client au bon moment. Et puis surtout, on parle d'entrée en relation, on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une bonne entrée en relation ou une bonne connaissance client. Il y a des contraintes réglementaires bancaires qui sont aussi très prégnantes. Profitons de cette entrée en relation pour être complet sur la banque et sur l'assurance. Merci pour vos réponses. Si je m'adonne à cet exercice extrêmement périlleux de la synthèse. En somme, on a vraiment 2 modèles différents. Un modèle traditionnel avec un legacy de SI et qui pour autant, au vu des éléments récents, sentent un besoin prégnant de vraiment passer à la digitalisation et d'améliorer l'UX et ce genre de choses, tout en jouant avec le multicanal. Est-ce que j'ai bien résumé, Siam? Parce que c'est principalement toi que je viens de résumer. Tout à fait. Ok. Et des acteurs, effectivement, banque, assurance, mais là, on est plus, selon Julien, sur vraiment l'expérience client à proprement parler et ce qu'on apporte. Et on va y revenir parce que ton intervention est intéressante dans le sens où les clients sont prêts à ce qu'on utilise de plus en plus de données personnelles de façon à mieux les conseiller. Ce qui me permet de faire un pont pour la question suivante, mais je finis ma synthèse avant, puisqu'il s'agit aussi de faire la synthèse par rapport aux néo-assureurs qui partent d'une feuille blanche finalement. Tout est à écrire, tout est à designer, on parlait du X, et on n'oublie pas quand même ce côté multicanal finalement, où dans les 2 cas, il me semble que ce soit Richie ou Achille, vous avez cette capacité à quand même communiquer d'humain à humain directement, donc un humain de chez vous avec un client, de façon à pouvoir continuer cet onboarding, cette connaissance de votre nouveau client, savoir le conseiller et savoir répondre à ses questions. Finalement, on est sur 2 modèles qui répondent à des besoins identiques, potentiellement un peu de façon différente, au vu du legacy de chacun. Vos réflexions sur la réglementation, et notamment cette réglementation sur l'utilisation des données personnelles, me fait parler de la RGPD. Vous êtes sur une profession qui est réglementée aussi, de mémoire c'est l'AMF, qui est plutôt orientée sur l'assurance. On sait que du coup, répondre à un cadre réglementaire, ça peut être une contrainte, mais comment transforme-t-on finalement cette contrainte en opportunité business? Comment ça peut se transformer concrètement, opérationnellement chez vous? Alors, sur la réglementation, et effectivement, ces 10 dernières années, je parlais de legacy, je pensais surtout à nos process, notre façon de faire notre métier, notre récit, etc. Mais on a aussi cette legacy réglementaire qui a été très, très lourde ces 10 dernières années, qui a d'ailleurs un peu même ralenti certains projets d'innovation où il a fallu accélérer sur des sujets, que ce soit de la tech, que ce soit de la data, etc. Donc on a eu quand même, je parle des assureurs traditionnels encore une fois, on a été confronté à beaucoup de réglementations, beaucoup de contraintes réglementaires qui ont à la fois nécessité beaucoup de ressources, mais surtout peut-être un peu ralenti aussi le côté innovation. Et en même temps, bien sûr, c'était une opportunité, à la fois que ce soit pour les acteurs traditionnels ou pour les nouveaux acteurs. Alors pour les nouveaux acteurs, il y a carrément des néo-assurances qui sont nées de ces réglementations, de ces contraintes. Donc il ne faut pas oublier, il y a des RegTech qui sont nés grâce justement à ces nécessités de mise en conformité. Donc ça a été une réelle opportunité en même temps. Et pour des acteurs traditionnels, le fait de renforcer, que ce soit la DDA, le RGPD, le KYC, de bonne connaissance des clients, etc., tout ça a fait que ça a renforcé la transparence, ça a renforcé la connaissance client, ça a fiabilisé les données. Et donc, ça a permis d'avoir un socle qui est beaucoup plus solide peut-être qu'il y a 10 ans pour aller sur des sujets de data, d'IA et autres. Donc, c'est
En même temps, ça a été une contrainte très très lourde et assez coûteuse pour les assureurs sur les 10 dernières années. Mais en même temps, ça a permis d'offrir un vrai socle solide pour tirer un bon bénéfice au fait de ces techs. Et d'ailleurs, on le voit que depuis ces 2 dernières années où on est vraiment sorti de la phase d'expérimentation sur de la tech à une phase où on voit vraiment les résultats de ces techs aujourd'hui vraiment dans la chaîne de valeur assurantielle. Moi, je vais rebondir. Donc, en effet, c'est plus facile pour une société comme Achille qui part d'une faille blanche de connaître en plus déjà la réglementation. Donc, on a notre agrément, on nous dit voilà quelles sont les règles que vous devez respecter. Donc, c'est plus facile pour nous de fabriquer les outils qui respectent ces règles-là. Donc, on n'est pas en train d'essayer de faire entrer des règles dans un outil. On a un outil dans lequel on va appliquer les règles. C'est des choses qui sont différentes. Après, l'avantage d'une société comme la nôtre, c'est que il y a des vieux et il y a des jeunes loups. Si avec les jeunes loups, on ferait plus d'affaires, mais est-ce qu'on respecterait la réglementation? J'en suis pas sûr. De dire que la réglementation nous aide à faire plus d'affaires, je serais un menteur et je pense que personne ne me croirait dans cette salle si je vous dis que c'est le cas. Par contre, moi, je me sens plus à l'aise avec cette réglementation-là. On sait exactement quelle data, comme tu disais, quelle data on peut utiliser, comment on peut utiliser. Les internautes, les clients qui ont un téléphone sont très au courant et au fait de ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour nous de savoir quelle data on peut utiliser, comment on peut utiliser et ce qu'on peut faire. Donc, on se sert de tout ça pour avoir une connaissance client un peu mieux. Deuxième chose importante, c'est que moi, j'ai connu l'âge d'or de l'Internet où j'ai commencé dans du crédit immobilier il y a presque 20 ans. On posait 100 questions à des gens qui nous donnaient combien ils gagnent, combien ils ont épargné, qu'est-ce qu'ils font. Ils ne se posaient même pas la question. Et on avait des centaines de conseillers qui avaient accès à leurs comptes à leur bancaire. Et on a vu des fraudes, on avait des conseillers qui volaient les cartes bleues, on avait toutes ces choses-là. Et ça posait de problème à personne. Et donc, je trouve ça bien que la réglementation est rentrée là-dedans et qu'on puisse plus le faire. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des données bien moins sensibles données à nos conseillers. Je suis certain, je suis même sûr que le client est bien mieux protégé maintenant avec toutes ces règles et c'est mieux pour tout le monde. On a une obligation de formation de nos conseillers, donc c'est fini de prendre un conseiller qu'on a trouvé le lundi et lui dire le mardi tu vas vendre de l'assurance même si tu connais rien, ce qu'on a connu dans plein de services. C'est fini de proposer des produits comme ça à la volée sans savoir ce qu'on fait. Et donc cette réglementation fait aussi le ménage et permet de niveler vers le haut les nouveaux entrants et les personnes qui restent en ayant des personnes maintenant qui sont au fait de la réglementation. Oui, moi je voulais dire que, et je rebondis aussi sur la keynote de Laïla tout à l'heure qui était assez intéressante sur le fait que le client veut de plus en plus de choses et aller plus vite et est prêt à donner effectivement, comme l'a dit Julien, de la data pour ensuite avoir du service. Et du coup, lorsque l'on met expérience client et réglementation, on se dit que c'est complètement antinomique et qu'on n'y arrivera jamais. Et donc, tout le jeu est dans l'onboarding du client aujourd'hui. Et chez Ritchie, par exemple, on cumule, alors c'est non pas l'AMF dans les assurances, mais la CPR. Mais nous, on cumule effectivement la réglementation de la CPR et également celle de l'AMF, qui est la plus rigoureuse en conseil en investissement financier, où on doit bizarrement, ce qui n'est pas toujours appliqué d'ailleurs en ligne, on s'en rend compte, parce que c'est extrêmement difficile. Avant de commencer une relation avec un client, on doit lui remettre un document d'entrée en relation, on doit avoir une connaissance du client parfaite, lui proposer des outils adaptés avec un conseil écrit, je précise bien, et ça c'est valable et pour les néos et pour les banques assurances. Et ensuite, on doit également avoir un parcours de souscription irréprochable avec des pièces d'identité qui ont été contrôlées, avec un RIB qui n'est pas photoshopé, de celui de son épouse, comme le disait Laïla tout à l'heure, et jusqu'à ensuite la remise d'un compte-rendu de mission, ce qui paraît être d'une grande lourdeur. Et nous, du coup, on a réfléchi à ces points-là en rendant la réglementation ludique. Ça paraît contradictoire, mais je pense qu'on a réussi à le faire en partant d'un postulat qui est le suivant, c'est-à-dire qu'il faut savoir donner avant de recevoir. C'est-à-dire que si on veut que les clients nous partagent
les éléments utiles de la réglementation, il va falloir à un moment ou à un autre pouvoir lui donner et lui retranscrire que cette data, elle n'est pas faite là n'importe comment, pour n'importe quoi. Et nous, on a commencé cet onboarding-là avec un bilan patrimonial en 120 secondes qui permet, en utilisant le moins possible le clavier de son ordinateur, pouvoir avoir déjà les premiers conseils civils, fiscaux et patrimoniaux. Et cette data-là déjà délivre un PDF d'un premier bilan patrimonial. Alors certes, ce ne sera jamais un bilan sur mesure à l'extrême, comme on peut le faire par ailleurs, mais c'est un premier scoring avec des premiers conseils. Et cette data-là va servir après dans le parcours client. Et tout au long de cette expérience jusqu'à la signature d'une assurance vie en ligne, par exemple, le client va pouvoir retrouver dans sa story tous les éléments réglementaires, y compris des livres blancs sur à quoi sert un conseil patrimonial, pourquoi on utilise cette data, la RGPD chez nous. Et pour nous, c'est extrêmement important. Et donc, pour répondre à ta question, Thomas, est-ce que ça génère du business en plus ? Forcément, parce que nos experts métiers ne font plus de back-office, d'une part. Donc, ils ont plus de temps pour les aspects commerciaux. Et vis-à-vis de nos partenaires comme Generali, par exemple, qui nous a laissé carte blanche pour construire une assurance vie sur mesure, on a pu, et c'était assez gonflé de notre part, et grâce à Vialink, je dois le dire, on a pu leur dire, nous, on va vous délivrer des clients avec du zéro défaut. Si bien qu'aujourd'hui, ils sont en train de se rendre compte que quand les choses sont bien faites de bout en bout, bien finalement, ça génère effectivement plus de temps pour les équipes pour faire du pur commercial. Bon, j'ai plus grand-chose à dire parce que l'essentiel a été précisé. C'est vrai que lorsqu'on a préparé cette table ronde, on s'était surpris de comment transformer une contrainte réglementaire en opportunité de productivité. C'est vrai que c'est assez réducteur finalement de ne parler que de productivité. Donc, je ne vais pas redire ce qui a été dit parce que je partage et je souscris totalement à ce qui a été évoqué. Moi, j'aborderai le sujet sur un angle un peu différent. C'est finalement notre capacité, avec ce contexte réglementaire, d'en faire une opportunité. Alors c'est vrai dans plein de domaines, hein, dans le monde bancaire évidemment, et je crois que c'est très sécurisant finalement d'avoir un environnement qui encadre, hein, qui règle le parcours client notamment. Et je donne cet exemple très souvent, c'est notre capacité à faire de l'omnicanalité. C'est-à-dire que le client peut commencer en agence, terminer chez lui, démarrer sur son smartphone, aller sur sa tablette, terminer au téléphone. C'est vrai que désormais, sur cette omnicanalité, on a cette capacité à faire du réglementaire une opportunité parce qu'on sécurise en fait la relation client, parce qu'on a une bonne connaissance dès l'entrée en relation. Et tout ça boucle avec, de mon point de vue, plus de business parce que, encore une fois, ce qui fait la différence, c'est notre capacité à rendre nos clients à l'aise sur toutes nos solutions digitales. Et plus un client consomme du self-care, plus il consomme du digital et plus il est fidèle. Donc oui, les contraintes réglementaires sont, selon moi, une vraie opportunité de business. Merci pour vos réponses à chacun. Du coup, Julien, je vais te donner la parole en premier, comme ça tu auras l'occasion de pouvoir dire tout ce que tu as à dire sur la question suivante. Parce qu'en termes de préparation, on s'est aussi interrogé sur l'expérience client, et donc finalement, qu'est-ce qu'attendent les clients ? Et on s'était mis d'accord sur un point qui est une sorte de promesse qu'on peut leur faire, qui est cette promesse d'immédiateté dans la réponse ou qu'on peut leur apporter. À savoir, est-ce que le temps réel est réellement un objectif pour améliorer l'expérience client qu'on offre, par exemple ? C'était une des sous-questions qu'on s'était posées. Du coup, Julien, je te laisserai commencer. Peut-être qu'on peut remonter Ralph, Siam et Christelle dans ce sens-là. Et j'aimerais bien aussi entendre Leïla en conclusion de cette partie-là. Plus peut-être sur les outils, la techno, ce genre de choses qu'on peut mettre à disposition. Oui, le temps réel, pour moi, c'est clé. On parle d'immédiateté, d'instantanéité dans la relation client. Moi, je me benchmark beaucoup avec les pure players. En fait, on doit apporter au client un parcours simple, fluide, rapide, efficace, sécurisé, rapide.
Je pense que c'est clé, donc c'est bien de se comparer à ce qui se fait. Je pense que c'est toujours très sain aussi d'avoir une vraie concurrence sur ce sujet-là, parce que ça permet de ne pas s'endormir et de regarder de quelle manière évolue notre environnement. Donc oui, l'espace-temps s'est réduit, c'est considérablement réduit, et 24 heures, c'est une éternité maintenant. Donc on doit être dans la réponse immédiate. Je pense que c'est intéressant, alors ce sera sûrement développé, mais de poursuivre dans tout ce qui existe, mais d'avoir une prospective sur ce qui n'existe pas, d'avoir toujours un temps d'avance sur nos solutions d'assurance. C'est pour ça qu'on travaille activement sur de l'IA conversationnelle, qu'on investit aussi sur du chatbot, de manière à toujours avoir, sur un principe itératif, une évolution sur la manière dont on peut accompagner cette immédiateté. J'ai presque envie de dire, l'immédiateté, elle va avec quasiment l'intimité qu'on peut avoir avec nos clients. Si on reboot connaissance client et rapidité dans la réponse, on cumule les deux sujets de manière très, très forte. Oui. Pour parler d'immédiateté, donc, qui est la chose la plus importante, là, on ne peut pas le nier. En 2021, il faut que ça aille vite. Le client zéro d'Achille, ou la personne qui m'a donné envie de faire cette société, c'est ma fille de 16 ans. Vous connaissez tous la patience d'un enfant de 16 ans. Elle va remplir mes formulaires, elle va les tester. Si c'est plus d'un pouce pour faire un formulaire, elle n'y va pas. Si elle attend plus d'une seconde avant une réponse, elle n'y va pas. Et donc l'envie de créer ce genre de compagnie d'assurance, c'était quoi? C'était de se dire, le client de demain, c'est ma fille de 16 ans. Et nous, on avait l'habitude d'avoir des synthèses à rallonge, d'attendre 10 secondes avec un petit truc qui tournait pour nous dire « Attendez, on va chercher vos offres », de répondre à des questions en allant chercher en tous les sens. Ils veulent plus ça. Ils veulent tout de suite, gratuitement, rapidement, pas cher, et il faut qu'on les rappelle. Donc ça a été vraiment le point de départ d'Achille, c'était de répondre à ma fille de 16 ans à toutes ces exigences, et que si elle était satisfaite de nos formulaires, les autres clients seraient satisfaits. Une autre chose qui est importante, on a un service care qui est très important chez nous, avec des chatbots. On peut parler sur WhatsApp, on peut parler par téléphone, on peut parler par tous les moyens possibles imaginables pour nous contacter. Qu'est-ce qui se passe? Un client, même si vous lui dites vous n'êtes pas remboursé, mais on lui a dit vite, il est content. Quelqu'un qu'on va dire je te rembourse à moitié, mais on va mettre du temps à lui répondre, il va venir nous dire mais pourquoi vous avez mis du temps, ainsi de suite. Donc on répond en maximum 2 minutes 17 sur l'ensemble de nos clients. On a un chat qui tourne en permanence, et on est là pour répondre immédiatement aux gens qui veulent une réponse tout de suite. Moins c'est cher, plus c'est rapide, et plus ils veulent la réponse tout de suite. Donc ça devient très difficile si on n'a pas les outils pour pouvoir leur répondre. Très bon client zéro, effectivement. Alors moi, je vais relativiser un petit peu, parce qu'effectivement, l'immédiateté, ça paraît aujourd'hui un critère indispensable, on va dire, par rapport aux assurés, par rapport aux consommateurs, de manière globale. Et même nous, en tant qu'individus, en tant que consommateurs, aujourd'hui, on ne conçoit plus les délais qu'on a pu avoir auparavant pour avoir un retour d'un service client, pour avoir le traitement d'une réclamation ou autre. Pour autant, cette recherche de l'immédiateté, ça peut être aussi un peu un piège, en tout cas par rapport à notre sujet, qui est l'IA comme tech. C'est le côté chercher à répondre à tout prix dans l'immédiat. Aujourd'hui, apparemment ce matin, il y a eu beaucoup de discussions autour des chatbots. Aujourd'hui, les chatbots, il y en a beaucoup qui ne veulent plus interagir. Il y a eu des études là-dessus, des consommateurs pas des assurés, pas forcément que dans notre secteur d'activité, mais de manière plus globale, il y a des gens qui ne veulent plus interagir avec des chatbots parce qu'il y a eu des déceptions. Et ok, ça répond tout de suite, c'est immédiat, mais si c'est pour me répondre une réponse à côté, ou pas répondre à mon besoin, à pas résoudre mon problème, voilà, quelle est la valeur ajoutée au fait? Et aujourd'hui, on n'est plus dans le waouh de je peux chatter avec un chatbot et il est intelligent, il a compris ce que je voulais dire, tiens, il a compris, il m'a renvoyé vers telle ou telle autre solution. Je pense qu'aujourd'hui, les attentes sont un peu plus exigeantes, et même dans le secteur du retail, qui sont très très en avance par rapport à notre secteur assurantiel, en matière d'utilisation de l'IA dans le parcours client. On n'admet plus au fait d'avoir un chatbot. Et même moi, à titre individuel, j'ai eu, même sur Amazon, le meilleur, on va dire un peu, parmi les meilleurs sur la place qui utilisent l'IA en termes de parcours client. Mais moi, j'ai déjà eu des réponses
ou des retours de chatbot qui ne répondaient absolument pas à ma problématique, qui était vraiment à côté. Donc il y a effectivement cet enjeu d'immédiateté auquel il faut répondre, mais il faut s'assurer au fait que de la pertinence de la réponse qui sera apportée dans l'immédiateté. Nous, par exemple, on travaille sur du speech analytics. On l'utilise dans nos callbots pour analyser, au fait, par exemple, le langage qui est utilisé par les assurés, pour que derrière la réponse qu'on va pousser prenne en compte et qu'elle soit plus riche, en tout cas en termes de vocabulaire qui est utilisé, pour qu'un assuré qui va appeler pour dire « il me reste combien ?» et il ne va pas forcément dire « c'est quoi mon reste à charge ?» qui est peut-être un terme qui est beaucoup plus métier, beaucoup plus technique. Donc l'idée, c'est d'enrichir aussi ces algorithmes pour qu'ils puissent quelque part être dans le langage un peu naturel et répondre vraiment à un besoin de la manière la plus pertinente, bien sûr dans l'immédiat, mais surtout avec un bon niveau de confiance pour que le client puisse le réutiliser. Alors je partage évidemment tout ce qui vient d'être dit. L'enjeu dans la finance au niveau de l'immédiateté, il est aussi économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on souscrit à une assurance vie, si on sent que les marchés vont descendre, il va falloir entre 8 et 15 jours, dans le meilleur des cas, pour pouvoir assurer un arbitrage, parce qu'on va devoir appeler son conseiller qui va nous envoyer des documents papier qu'on va devoir signer, contre-signer. Ça va passer au back-office, au middle office, et in fine, l'arbitrage va se faire. Donc, entre-temps, les marchés, malheureusement, peuvent se retourner à l'envers, ce qui n'est pas du tout opportun. Donc, cet enjeu d'immédiateté, il faut aussi que ce soit au service du client, avec des arbitrages, par exemple, en gestion pilotée, où là, on va utiliser des acteurs comme Active Asset Allocation qui vont nous permettre de piloter en temps réel les portefeuilles. L'immédiateté, c'est aussi lorsque je demande de la data à un client, la possibilité de tout de suite avoir un document qualitatif avec des critères et des premiers conseils. Et là où je vous rejoins chez vous, c'est le fait que nous, on aime bien se dire plateforme digitale, puisqu'on va même au-delà du chatbot, parce que nous, personnellement, on a fini par arrêter le chatbot en proposant à nos clients des visios. Donc même plus le téléphone, mais directement la visio, parce que lorsqu'on touche au patrimoine et à la finance, on touche à quelque chose de particulièrement intime, et il est extrêmement rassurant d'avoir un vrai expert, un vrai conseiller qui est derrière et qui nous répond. Et d'ailleurs, on va très loin avec nos clients puisqu'on partage même nos numéros de téléphone portables, nos adresses mail personnelles. Et il n'est pas rare, chez nous, tout le monde répond aux clients. Il n'y a pas de CIO, DG ou directeur commercial ou autre. Tout le monde est en capacité de répondre à un client s'il a l'info en premier et de faire une visioconférence avec le client. Donc on essaye d'aller... je pense que tout ce qu'on pourra dire sur l'intelligence artificielle qu'on utilise, et c'est formidable, nous on pense même un jour, on rêve, on en avait parlé ensemble Thomas, d'un KYC sur la blockchain où on aura une espèce de carte d'identité qu'on pluguera chez notre banquier, chez notre gestionnaire de patrimoine, c'est notre agence immobilière où tout le KYC sera représenté. Ça finira par arriver, on ne peut pas aller contre la blockchain, quoi qu'on en dise, mais nous on pense que l'humain est encore plus qualitatif dans le conseil et dans l'accompagnement du client, et donc les deux ne sont pas opposables, bien au contraire, ils sont complètement complémentaires. Je voudrais juste rebondir sur une petite chose qui est tout à fait vraie de ce que vous venez de dire. En fait, nous, on utilise le chatbot dans à peu près les 3 premières secondes de la discussion avec les internautes. C'est justement pour l'orienter vers une personne physique. Et en fait, on a énormément de nos clients qui nous disent « Non, mais je veux parler à quelqu'un de vrai ». Alors qu'on a mis les photos, alors c'est vrai qu'elles sont charmantes, les jeunes filles qui répondent à notre chat, et les gens ne croient pas que c'est des vraies personnes. Et ils nous disent « Non, mais je ne veux pas un chatbot, je veux parler à quelqu'un de vrai ». Et on a beau dire non, mais c'est vrai, on est vraiment là, on vous répond et autres. Mais en fait, 100% des clients qu'on a, c'est une vraie personne qui leur répond et qui est là pour leur parler. Parce qu'aujourd'hui, les gens, et ça, c'est vraiment les choses qui est assez incroyable en 2021, ils veulent que ça se fasse par Internet, mais ils ont envie d'avoir quelqu'un, quand même,
à qui parler, à poser leurs questions et autres. Et vous seriez étonné du nombre de personnes qui se trompent sur leur adresse, sur leur numéro de téléphone, sur leur nombre de pièces. C'est incroyable et ils ont besoin d'avoir quelqu'un pour être rassurés. Et là, je te laisse conclure la réponse à cette question. Oui, alors le point de vue de l'éditeur sur l'immédiateté, c'est effectivement nos clients nous en demandent toujours plus. C'est-à-dire qu'on est passé d'une 20aine de secondes pour un dossier à peu près une 10aine de secondes. Et c'est jamais assez rapide, en tout cas. Ça nécessite pour des éditeurs qui font de l'IA une puissance de calcul assez importante parce qu'il faut effectivement ne pas négliger la qualité de ce que vous rendez. Là, je suis tout à fait d'accord. Faire une réponse pour simplement dire voilà, j'ai lu quelque chose, j'en suis pas sûre, ça ne suffit pas. Il faut à la fois être rapide, mais fiable et correct. Et c'est tout l'enjeu, en tout cas côté éditeur, de vous fournir des réponses très vite pour que vous puissiez vous aussi prendre des décisions. Mais il faut que ces réponses, elles soient sécurisées, qu'elles soient fiables. Donc tout l'enjeu est de faire travailler nos IA pour arriver à ce résultat-là, en tout cas. Merci. Alors, on avait une question suivante qui était finalement quel est un peu le bon mix, parce qu'on n'a pas arrêté de parler de technologie au service de l'expérience client dans le cadre d'onboarding. On a parlé de chatbot, on a parlé d'IA. Dans la keynote juste avant, on a aussi parlé de face matching, ce genre de choses. Siam, juste en introduction de la réponse à cette question, je sais que chez Malakoff, vous avez rédigé une charte sur l'IA et je pense que ça peut être sympa de l'introduire, cette réponse, avec ce que tu voulais partager avec nous aujourd'hui. Oui, tout à fait. Au fait, au sein de Malakoff Humanis, il y a 2 ans, on a entrepris une approche de mise en place au fait d'une charte d'éthique dans l'utilisation justement de l'IA. Cette charte, on l'a mise en place, les travaux ont commencé il y a 2 ans, 2019, au moment où l'Union européenne, au fait, ils ont posé un framework de c'est quoi l'utilisation de l'IA dans un cadre de confiance, d'éthique, avec, alors de manière très concrète, au fait, c'est 150 questions qui ont été posées, encore une fois, framework par l'Union européenne. Nous, on a étudié, au fait, ce framework qu'on a adapté à notre métier, à notre ADN, on va dire, de groupe de protection sociale. On a ressorti une 50aine de questions. Et ça sert au fait un peu de filtre, cette charte éthique, ça sert de filtre pour tous nos développeurs, au fait, nos data scientists, parce qu'on a aussi la particularité que nos algorithmes, on les développe nous-mêmes. Et donc, tous les data scientists, au fait, soumettent les algorithmes qui sont développés à ces 50 questions qui permettent un petit peu d'avoir une cartographie de risques, et notamment on va traiter de sujets de biais qui revient très très souvent, de s'assurer au fait que l'application de ces algorithmes ne va pas défavoriser tel ou tel type de client, etc., etc. Et on a été même plus loin parce que depuis peu, il y a eu même des travaux entre les data scientists et le déontologue du groupe. Il y a une sorte de comité d'audit qui vient challenger. Donc on a nos équipes des data scientists qui développent ces algorithmes et qui vont être challengés avec un regard un peu externe de déontologue qui vient auditer et challenger au fait la constitution de ces algorithmes. Et donc c'est une démarche qui est un petit peu qui permet au-delà du côté tech, très tech, il y a aussi l'humain et on sait que notamment l'IA, c'est l'une des techs qui est qui peut être très très biaisée au fait. C'est accélérer, fluidifier, renforcer la confiance, la fidélisation. Donc il faut aussi veiller au côté confiance et éthique. Merci pour ces précisions. Du coup, Julien, Ralph, Christelle, selon vous, quel est le meilleur mix de techno pour répondre un peu à toutes ces problématiques qu'on aborde depuis le début de la table ronde? Ralph, j'ai vu que tu avais pris le micro, donc je t'en prie. Oui, donc chez moi, la techno, c'est le nerf de la guerre. On est 100% techno et on a toujours tout fait par la techno. Il y a une chose qui est importante qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nos data scientists, ils sont tous gestionnaires. Et on doit être la seule boîte au monde où il se passe ça. Aujourd'hui, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour faire... On a développé en interne notre propre outil de gestion des sinistres. Je vais prendre l'exemple de l'assurance chien-chat, où tout est automatisé. En 2 secondes, le client peut être remboursé. Et la personne qui a développé cet outil, les personnes qui développent cet outil sont aussi les gestionnaires sinistres. C'est-à-dire que 100% des sinistres qui rentrent, c'est eux qui les gèrent, c'est eux qui les traitent, c'est eux qui les payent. Et en fait, ils se sont rendus compte que... l'intelligence artificielle, c'est de la data, c'est du chiffre, mais de l'humain, de l'autre côté, on a des réclamations, on a des gens qui posent des questions, on a des compétences assurantielles. Ils ont tendance à les oublier parce qu'ils sont dans leur monde, oui, la tech, et puis quand on lui dit, mais attention, est-ce que tu as regardé les CG, est-ce que tu as regardé ci, tu as regardé ça, c'est toujours les choses qu'ils font en dernier, ce qui les intéresse, c'est les calculs et toutes ces choses-là. Et donc, depuis qu'ils sont gestionnaires,
eh ben, ça se passe beaucoup mieux. On a amélioré les outils de façon assez importante. Et du coup, on a fait la même chose pour la souscription. On les a mis au plateau téléphonique, ceux qui s'occupent de faire la souscription. Et ils sont 2, 3 heures, 4 heures par jour au début à répondre à des clients, à comprendre ce qu'ils veulent. Et on a gagné énormément en productivité avec ça. Moi, quand j'ai commencé ma carrière en 96, j'étais data scientist. En 96, data scientist, ça veut dire savoir faire un tableau croisé dynamique. J'étais data scientist, on m'a envoyé sur le terrain pendant 2 ans avant des contrats d'assurance et autres, et ce qui m'a permis d'être meilleur dans l'analyse de mes datas. Et donc, c'est ce qu'on a voulu reproduire chez Achille. Et aujourd'hui, aucun data scientist n'arrive sans connaître le métier et sans aller au charbon, comme on dit chez Achille. Ok, Julien, vas-y. Ouais, moi je pense que le bon mix, c'est de continuer à développer ce qui peut être amélioré, ce qui existe déjà, et puis aller chercher les nouvelles technos. C'est finalement notre enjeu du moment. Je n'oublie pas que sur une compagnie d'assurance dommages comme la mienne, où on a environ 600 collaborateurs sur des plateaux, on a aussi une vraie démarche de montée en compétences, d'accompagnement. Voilà, on parle beaucoup du client, il ne faut surtout pas oublier les collaborateurs, parce que quand on parle de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est juste essentiel. Donc automatiser tout ce qui est automatisable, tout ce qui est à faible plus-value, et renforcer les compétences alors je sors un peu du cadre, mais renforcer les compétences des collaborateurs pour les faire passer du back au front. Et là, il y a aussi une vraie transformation dans la manière dont on va accompagner les évolutions de notre activité. Juste une confidence presque. Il y a quelques semaines, on a réuni un panel de jeunes clients et jeunes assurés. Et lorsqu'on leur a demandé quelles étaient leurs attentes vis-à-vis de l'assurance, ils nous ont regardé avec des grands yeux comme ça. Aucune attente vis-à-vis de l'assurance, aucune attente vis-à-vis de la banque. Et en fait, ils nous ont juste parlé de leur smartphone, en nous disant que finalement, la carte, ça ne servait à rien. Le chéquier, je ne vous en parle même pas. Et l'assureur... ils ne voyaient pas bien à quoi ça sert. Donc en fait, l'idée sur ces nouvelles générations, mais pas que, c'est d'être en capacité vraiment à leur offrir la meilleure expérience sur le smartphone, mais aussi être en capacité sur des conseils à plus forte valeur ajoutée, d'avoir le bon expert au bon moment qui prend la suite du chat ou qui prend la suite du self-care. Donc c'est finalement le mix des deux qui, selon moi, fera demain la différence. Christelle, est-ce que tu veux compléter Oui, alors de toute façon, je pense que le nerf de l'égard, ce sera toujours l'expérience utilisateur. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à mon associé qui doit être par là, qui toutes les semaines nous fait une V, je ne sais plus, on n'arrive plus à compter, parce qu'effectivement, il est bon de regarder, et Julien l'a souligné, comment les clients plus jeunes, moins jeunes, utilisent les outils. Et en déduire des comportements qui nous font dire que peut-être que là, on n'était peut-être pas assez clair, ou là, c'est peut-être plus fluide si on passe par ce biais-là plutôt qu'un autre biais. Donc, c'est rester agile en permanence pour pouvoir améliorer nos systèmes. Et puisqu'on parle aussi d'intelligence artificielle, c'est utiliser l'intelligence artificielle par tous les biais. C'est-à-dire que souvent, on parle d'intelligence artificielle comme un système auto-apprenant. Et nous, par exemple, on l'a utilisé dans le bilan patrimonial un peu à l'envers, puisqu'on a utilisé 15 ans d'expérience métier, de bilan écrit, personnalisé. Et toute cette data-là, on s'est dit, on doit pouvoir en faire quelque chose et garder... donc, du coup, je fais le lien aussi avec l'humain qui restera toujours là, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais la pédagogie, l'expérience d'un expert métier, d'un conseiller, et les deux sont importants, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va nous permettre de générer des algorithmes pour aller plus vite et pour présenter les choses plus simplement, mais la pédagogie, ça ne sera jamais l'intelligence artificielle, ça sera toujours l'expérience de l'humain auprès de ses clients qui va permettre de faciliter les usages et la compréhension de l'utilisateur et de l'investisseur en matière de parcours, quel qu'il soit, y compris réglementaire. Laïla, même s'il nous presse, est-ce que tu as envie de donner 2-3 mots de conclusion ?
Alors, une conclusion très rapide, je suis tout à fait d'accord avec Christelle, c'est ce qu'on dit d'ailleurs très souvent à nos clients, on n'est pas là pour remplacer les humains complètement, on est là pour apporter une aide à la décision qui soit le plus rapide possible, mais on ne remplacera pas tous les hommes. Il y aura toujours des cas où effectivement l'humain sera toujours plus intéressant, plus intelligent que la machine, en tout cas pour l'instant. Merci en tout cas.